1, 2, 3. Ok, ça a l'air de marcher. Donc du coup, je vous propose de débuter, de lancer mes petits diapos dans un premier temps et après j'utiliserai des liens sur une sorte de petit wiki. Donc le but de l'atelier, c'est de faire une enquête autour du phénomène OVNI entre guillemets et vous allez voir qu'on va changer assez rapidement le vocabulaire pour que ce soit moins stigmatisant et plus facile à étudier d'un point de vue scientifique. Et l'approche qu'on va essayer d'avoir, c'est celle de l'informatique, notamment, du numérique. Est-ce que le numérique joue un rôle dans la réapparition médiatique de ce phénomène-là? Et est-ce qu'il peut jouer aussi un rôle dans la résolution potentielle? J'utiliserai notamment l'OSINT, qui est l'Open Source Intelligence, l'idée d'aller chercher des informations qui sont publiquement accessibles, de les recouper et d'essayer donc de pouvoir enquêter. Et également la notion de science citoyenne, donc l'idée que les individus puissent participer, salut Thomas, puissent participer activement à une enquête scientifique. La photo qui se trouve en background de la première diapositive, c'est le comité d'études indépendant qui a été missionné par la NASA pour émettre un avis, un éclairage pour la NASA, à savoir est-ce que ce sujet des ovnis, on changera le vocabulaire après, est-ce qu'il est intéressant à étudier ou pas? Et le résultat de cette commission d'enquête indépendante, c'était de dire oui, ça vaut le coup d'étudier scientifiquement. Donc maintenant, la NASA a nommé un directeur autour de ce sujet-là. Le comité a fait des préconisations justement autour de l'utilisation de l'informatique, autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour faire de la collecte et de l'analyse de données, mais également en tant qu'opportunité pour impliquer les citoyens, donc avec de la science citoyenne, et on essaiera de voir un petit peu leur stratégie dans l'implication du grand public pour essayer de résoudre ce mystère. J'ai dit que c'était un atelier mystère, justement. Du coup, il y a un invité surprise et mystère dans cette diapositive. Je ne sais pas si vous voyez un truc un petit peu bizarre. Et le truc un petit peu bizarre sur cette diapositive, c'est la petite sphère qu'on voit ici. Vous la voyez, cette sphère? Ouais, c'est sa petite boule. Donc je ne sais pas si des gens ont déjà vu cette vidéo. Vous êtes au courant de cette vidéo? Ça vous dit quelque chose? Donc en gros, en fin mai 2023, lors de la réunion de ce groupe de travail, ce monsieur qui est ici, qui s'appelle le Dr Kirkpatrick, qui est un physicien dans le domaine des lasers et de la physique des matériaux, a présenté, alors il est directeur de la nouvelle agence qui s'appelle LARO, qui veut dire All Domain Anomaly Resolution Office, qui est une nouvelle agence qui a été décidée par les politiques américains pour collecter de l'information sur le sujet au travers des différents départements qui existent, que ce soit la défense, l'énergie, les frontières, etc. Et d'ensuite d'en informer en fait les politiques. Et il a présenté la morphologie des objets, des observations qui sont le plus fréquemment rapportées. Et le plus fréquemment rapporté par les militaires, du coup, pour l'instant, ce sont des sphères. Et je vais essayer de vous montrer très rapidement une vidéo. Slide, please. This is an example of one that I showed at the hearing recently. This is a spherical orb, metallic, in the Middle East, 2022, by an MQ-9. I will come back to the sensor question that David raised here in a moment. This is a typical example of the thing that we see most of. We see these all over the world, and we see these in making very interesting apparent maneuvers. Là, j'ai mis l'ensemble de la vidéo. Après, vous pourrez aller essayer de la voir plus en détail. Donc, évidemment, c'est un teaser. Hein, c'est comme dans les séries américaines. Hein, il faut d'abord attirer le chaland. On va pas le refaire, mais on va passer à la diapo suivante. Et donc, ensuite, il montre cette diapositive. Et donc, ça, c'est une carte d'identité des objets qui sont rapportés par la défense américaine. Donc, à savoir des sphères qui sont entre 1 et 4 mètres de diamètre,
qui ont 7 aspects visuels, qui sont distribués en altitude ici à gauche, qui sont rapportés un petit peu partout sur Terre, mais essentiellement là où ils ont des engins d'observation. La vidéo tout à l'heure était enregistrée en fait avec un véhicule automatisé militaire, qui est un Q9. Ce qui est le plus étonnant, c'est que ces objets auraient, si c'est vrai, hein, on va voir après, auraient des vitesses hypersoniques jusqu'à Mach 2, 2 fois la vitesse du son. Et le plus étonnant quand même, c'est l'absence de traces d'action-réaction et de traces d'exhaust, d'échappement. Ce qui peut nous interroger d'un point de vue de la physique que nous, on connaît. Et ce serait visible, donc dans le visible, on l'a dit, mais aussi dans le radar sur ces longueurs d'onde, ainsi que de façon intermittente en infrarouge. Du coup, ça c'est un élément qu'on peut essayer d'enquêter, puisque là, du coup, on a quand même une carte d'identité assez précise. C'est presque une invitation, peut-être pour d'autres pays ou pour d'autres institutions qui auraient la capacité à faire de l'observation, de confirmer ou pas, finalement, ce qui est proposé ici. Donc évidemment, cette thématique des ovnis, c'est évidemment très, très casse-gueule. Hein. Et donc avant on va faire quelques warnings sur la façon peut-être de l'aborder. Il y a plein d'hypothèses possibles pour essayer d'expliquer ce qu'on ne comprend pas dans le ciel. Et il y a probablement, à l'ère du numérique, beaucoup plus de contenu à lire, à voir, à écouter que de minutes qu'on a à vivre dans la vraie vie. Donc autant on peut le traiter évidemment de façon sérieuse, et c'est ce que propose aujourd'hui la NASA, mais pour nous, en tant qu'individus, le mieux c'est de le faire peut-être avec une certaine légèreté, et puis de ne pas devenir trop passionné par le sujet, parce que ce sont des puits sans fin d'exploration que vous pouvez commencer à investiguer. Dans les différentes hypothèses, il y en a tout plein. Hein. Est-ce que c'est intelligent ou pas? Et si oui, est-ce que ça a une origine tout à fait terrestre? Ou est-ce que c'est une origine extraterrestre? Il semblerait que l'hypothèse extraterrestre n'est pas forcément celle qui a plus le vent en poupe actuellement. Mais c'est une des hypothèses parmi plein d'autres qui sont possibles. Est-ce que c'est une hallucination collective, une opération psychologique, de la désinformation, des fans de science-fiction au département de la Défense qui nous inventent des documents? Ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut essayer d'enquêter, parce que si c'est le cas, ils ont quand même des armes de destruction massive, donc ce serait mieux que ce soit qu'on puisse enquêter et puis le découvrir, si c'était le cas. Est-ce que ce sont des technologies militaires ou privées? Est-ce que c'est quelque chose d'encore plus exotique, comme une physique nouvelle, sachant qu'il nous manque quand même quelques briques dans notre compréhension de la physique fondamentale, entre la mécanique quantique et la relativité générale? Ou est-ce que c'est encore plus exotique, multidimensionnel, temporel, multivers, etc., qui sont des choses qui n'ont jamais été prouvées? Je ne sais pas si je peux virer ce truc-là, mais je ne pense pas. Donc, du coup, je vais peut-être le mettre par là. Du coup, pour essayer d'avoir une étude un peu scientifique, le vocabulaire très folklorique autour des ovnis et des extraterrestres a été changé. Aujourd'hui, les deux termes, donc si vous faites une petite recherche et une enquête vous-même, il va falloir inclure de nouveaux termes pour trouver des documents intéressants et institutionnels ou un petit peu de recherche. Donc on ne parle plus d'OVNI, on ne parle plus d'UFO, on ne parle plus d'aliens, on ne parle plus d'extraterrestres, mais on va parler de UAP, ce qui veut dire unidentified, donc non identifié. Anomalous, ça veut dire une anomalie. Phenomena, ça veut dire phénomène. Donc phénomène qui est non identifié et qui présente une anomalie. Bon, donc UAP, qui peut aussi être des choses qui ne sont pas seulement liées à l'atmosphère, donc ça peut être aussi transmédium et passer de la mer par exemple à l'atmosphère et jusqu'à l'espace, dans cette définition ici de ce département officiel qu'on verra après du gouvernement. Et on ne parle plus non plus d'extraterrestres, on parle d'intelligence non humaine, non-human intelligence, sachant par exemple que pour nous, nos intelligences artificielles, peut-être dans quelques années, ce sera des extraterrestres quasiment pour nous. Alors, quelle méthode, quel conseil on pourrait encore utiliser
pour aborder le sujet. Il y a 2 citations que je trouve intéressantes de Marie Curie, double prix Nobel. Elle dit qu'on rien n'est à craindre et qu'on peut tout comprendre, c'est-à-dire qu'on peut utiliser finalement la méthode scientifique et l'appliquer pour tout. Moi, je partage son optimisme. Simplement, parfois, il faut quand même mettre des barrières de protection. Dans sa vie, elle a quand même beaucoup souffert du rayonnement nucléaire, mais elle ne le savait pas à l'époque. Et ensuite, il vaut mieux s'intéresser vraiment aux idées individuellement plutôt que juger les personnes, ce qu'on a l'habitude, nous, de faire automatiquement dans notre vie tous les jours. Et notamment à l'ère de la cancel culture. Si on regarde par exemple Isaac Newton, à sa mort, on a découvert qu'il s'est intéressé à des choses très occultes, ésotériques, alchimie et autres. Si on avait cancel Isaac Newton, on aurait perdu une grande partie de mathématiques, on aurait perdu la mécanique classique, on aurait perdu aussi l'optique. Donc autant prendre et juger les choses individuellement. Et dans les enquêtes qu'on peut être amené à faire sur des sujets un petit peu stigmatisés encore comme celui-là, on peut être amené aussi à trouver des gens qu'on n'aime pas forcément, et c'est pas pour ça que c'est pas inintéressant. Ensuite, concernant la capacité du public et des citoyens à apporter quelque chose d'utile, ben en fait, on le sait depuis longtemps que le citoyen peut apporter quelque chose d'intéressant. Donc ici, c'est l'affaire des météorites. En 1803, 300 traînées lumineuses et météorites vont être vues au-dessus de la ville de l'Aigle en Normandie. Et à cette époque-là, l'origine des météorites n'était pas connue, enfin pas comprise. En tout cas, les hypothèses, c'était que c'était une sorte d'éjection de volcan qui se retrouvait ensuite et qui allait atterrir plus tard, plus loin. Ou bien que c'était une sorte d'agrégat qui allait se condenser dans l'atmosphère lors d'orages et puis ensuite retomber au sol. Et l'hypothèse qui est la vraie, juste d'un objet extraterrestre qui vient de l'espace, un caillou qui vient de l'espace et pas de notre planète, s'est développée grâce à un scientifique qui s'appelle Jean-Baptiste Biot, qui est au Collège de France à l'époque, et qui va décider de se déplacer de son bureau parisien pour aller jusque dans la campagne, aller interviewer et écouter ces citoyens en leur posant des questions, l'angle d'incidence, la météo, c'était comment, il y avait du vent ou pas, etc. Et à partir des témoignages, il est arrivé à éliminer des hypothèses comme celle du volcan ou celle du condensat dans l'atmosphère. Et donc, la science a pu finalement avancer grâce à la participation du citoyen lambda. Dans le domaine de l'astronomie, on sait aussi que les astronomes amateurs, qui ne sont pas forcément donc professionnels, ont découvert aussi assez fréquemment des nouvelles supernovas ou des comètes avant les astronomes professionnels, simplement parce qu'ils ont plus de paires d'yeux, donc du coup ils observent plus souvent et en plus grande quantité le ciel, et donc ils ont un apport qui peut être utile. On peut essayer aussi de s'inspirer un peu de l'histoire donc des sciences, mais de faire un petit retour chronologique, un petit peu historique sur ce phénomène-là. Là, on est à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et ça, c'est un article en anglais, mais d'un équipage américain au-dessus de Haguenau et de Saverne, qui dit avoir observé justement des sphères lumineuses qui suivent l'avion. À cette époque-là, le sujet n'est pas stigmatisé. Les Américains pensent que c'est plutôt les Allemands qui ont ce type de technologie. Donc il y a un reporting qui est fait, et parfois il y a des articles qui se retrouvent dans la presse. Donc il y a des projets de catalogage en fait, qui existent déjà, projet Sign et projet Grudge à l'époque. Et la forme qui est la plus souvent rapportée est celle justement de la sphère. Si on continue un petit peu, 1947, il y a la fameuse affaire du crash de Roswell, sur laquelle je n'ai pas vraiment d'opinion, n'ayant pas accès à des informations et n'étant pas non plus disponible à cette époque-là. Par contre, 1947, si on s'intéresse à l'informatique et du rôle de l'informatique dans ce sujet-là, il va se passer quelque chose de fondamental en 1947 pour l'informatique qui va toucher directement votre vie, même dans l'intimité de votre poche. Premier ordinateur ? Non.
Il y avait déjà des ordinateurs en 1947, puisqu'il a fallu en inventer pour déchiffrer Enigma. Et ça, c'était avant. Par contre, il y a quelque chose qui va rendre accessible l'informatique beaucoup plus, c'est la mise au point du premier transistor. Avant, les ordinateurs ressemblaient à ça. Il y en avait quelques-uns dans les universités, c'était tout, parce que c'était très énergivore et très volumineux. Le transistor, c'est une application de la mécanique quantique qui prédisait que dans certains matériaux, qu'on appelle les semi-conducteurs, il y aurait un comportement intéressant des électrons. Et c'est grâce à cette prédiction en fait, de la mécanique quantique que des scientifiques ont essayé de mettre ça au point. Ils y sont arrivés, dont John Bardeen, qui est double prix Nobel de physique. Et ça a permis de faire quoi, du coup, le transistor par rapport à cette thématique des extraterrestres? Eh bien, ça nous a permis de devenir nous-mêmes des extraterrestres pour nos amis sur la Lune, puisqu'on ne peut pas aller à l'UNIR sans avoir un ordinateur de bord qui fait des calculs de trajectoire, de communication, de gestion des différents éléments qui sont à bord. On n'aurait pas pu envoyer ça avec des lampes à vide, tel que c'était le cas précédemment. Et là, ici, vous voyez les premières puces informatiques qui ont été envoyées dans les missions Apollo et qui font tourner le programme ici qui a été écrit par Margaret Hamilton pour la mission. Et le résultat, c'est plutôt sympathique puisqu'on peut se retrouver autre part et devenir donc nous-mêmes des extraterrestres pour la Lune. 1969, d'un point de vue de l'informatique, c'est aussi le début de la connexion entre les ordinateurs universitaires et les 4 premières universités. Et là, on voit le dispositif de connexion. Mais c'est aussi la fin du catalogage officiel du phénomène OVNI, avec la fin du projet Blue Book, qui, malgré de nombreux cas intéressants dans le projet, indique en conclusion qu'il n'y a pas de menace pour la population. Il n'y a pas de technologie ou de science nouvelle à attendre et il n'y a pas d'origine extraterrestre qui est supposée. Néanmoins, il y a quand même d'autres choses donc, qui se passent et qui peuvent être d'autres acteurs qui vont être intéressants. Ici, ce sont des satellites d'observation militaire. Donc on est dans les années 60. C'est le projet VELA, V-E-L-A, qui ont pour objectif de détecter des tests de fission nucléaire sur Terre, pour voir s'il y a des pays qui font des tests. Et un des sous-produits de la fission nucléaire, c'est des rayons gamma. Donc si vous faites une petite explosion, on s'attend à trouver une bouffée de rayons gamma. Et les militaires ont trouvé dans le ciel, donc pas du tout sur Terre, enfin sur Terre ils ont trouvé évidemment des tests, mais dans le ciel ils ont trouvé des sources gamma très courtes, de quelques millisecondes à quelques secondes, qu'on appelle les gamma ray bursts. Et pendant quelques années, pendant 6 ans, ils ont conservé cette information et ils ont quand même révélé aux scientifiques plus tard qu'il y avait des choses intéressantes à observer dans le ciel. Les scientifiques se sont emparés de l'affaire et évidemment ont trouvé une explication intéressante et tout à fait compréhensible sous la forme de fusion d'étoiles à neutrons pour expliquer ces bouffées de rayons gamma. Mais la petite histoire, c'est que la morale de l'histoire, c'est que parfois les militaires qui ont des équipements très nombreux et importants observent des choses intéressantes pour le scientifique qu'il n'a pas forcément tout de suite. Mais comme il n'y a plus d'études officielles sur le sujet, il n'y a plus que Hollywood finalement qui s'en empare. Donc Spielberg fait plusieurs films qui auront beaucoup de succès. Une série télévisée va avoir énormément de succès en 1993 qui s'appelle The X-Files et va faire entrer dans la culture populaire cette sorte de mythe des ovnis et puis des extraterrestres. Et du coup, ça va devenir très difficile à étudier le sujet, puisque qu'est-ce qui fait partie de la culture populaire dans le témoignage que font les gens? Et dès que les médias parlent éventuellement de ce sujet, ils utilisent très souvent la musique des X-Files, ce qui évidemment fait rire tout le monde, mais qui ne permet pas vraiment de faire une étude scientifique de la chose. Mais un an plus tard se passe quand même quelque chose d'intéressant, là encore qui est permis par l'informatique. Depuis plus d'un siècle, des observateurs disaient avoir vu une lumière rouge
très courtes lors d'orages au-dessus de nuages. Donc on appelle ça les sprites. Donc ça fait plus d'un siècle que c'était reporté, et puis surtout par des pilotes. Et finalement, en 1994, la NASA et la navette spatiale arrivent à trouver le premier sprite en couleur qui est photographié. Ça, c'est un sprite récent. Donc ça se situe au-dessus d'un orage, au-dessus des nuages, lors de certains orages. Il y en a environ 1 million ou 2 millions par an. Donc c'est un phénomène qui est rare, qui est très très court, qui aurait peut-être pu être observé plus tôt, puisqu'on avait déjà finalement des témoignages, mais il a fallu attendre finalement très longtemps pour arriver à le capter et le comprendre d'un point de vue scientifique. Ça fait partie finalement de l'électromagnétisme qui est lié à l'orage. 1995, on fait encore un an en plus, et là il y a vraiment une ouverture d'esprit forte qui va se faire au travers de la découverte des premières exoplanètes avec Mayer et Kellogg's, sur un instrument qui n'était pas qui n'est pas un grand instrument, mais qui est l'Observatoire de Provence. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que quand on regarde leurs témoignages sur la façon dont leur recherche était perçue, ils disent qu'en fait, ils étaient très peu nombreux à faire ce type de recherche, qu'ils auraient pu tenir dans une cabine téléphonique s'il fallait faire un symposium, et qu'ils cachaient essentiellement ce type de recherche à leurs collègues, de par l'association possible justement de la découverte d'exoplanètes avec la question de la vie intelligente dans l'univers. Donc parfois, il y a des limitations qu'on peut s'imposer sur les sujets qui peuvent être éventuellement honteux ou pas. C'est des communautés qui sont très petites, les spécialistes de telle ou telle discipline, ils se connaissent tous et il vaut mieux éviter de se tromper ou de prendre des risques. Néanmoins, une fois que la première exoplanète a été trouvée, ce qui est très intéressant, c'est qu'elles ne vont pas partir, les exoplanètes, elles continuent à tourner autour de leurs étoiles, et donc on peut très facilement vérifier si oui ou non c'est justifié, et donc tout le monde a accepté l'existence des exoplanètes. Aujourd'hui, on a plus de 5500 exoplanètes qui sont confirmées. Si on continue dans l'idée de la science citoyenne, il y a eu un premier projet de recherche de vie intelligente au travers du programme SETI. Donc SETI aujourd'hui c'est essentiellement un programme privé, enfin sur des fonds privés, mais il y a eu quand même de l'investissement public à l'époque. Et si vous allez sur le site de SETI, leur objet d'étude c'est de chercher de la vie intelligente, mais qui est éloignée de la Terre. Donc eux ne s'intéressent pas du tout au sujet des UAP dont on est en train de parler, et même ils sont plutôt activement contre l'étude scientifique sur ce sujet, peut-être pour des raisons justement de compétition budgétaire et autres. Toujours est-il que le projet consistait à enregistrer des signaux radio, d'essayer de voir s'il y avait des choses artificielles qui viennent de loin, et les citoyens pouvaient, au travers d'une application qu'ils téléchargeaient sur leur ordinateur, participer au calcul et à la recherche de ces signaux-là. Donc ça n'a rien donné de significatif, peut-être parce que les ondes radio nous-mêmes, on ne les utilise plus vraiment pour communiquer de moins en moins, peut-être aussi parce que les ondes radio diminuent en intensité selon le carré de la distance, donc ça diminue quand même très vite, et peut-être aussi parce qu'une intelligence ne voudrait peut-être pas forcément communiquer dans toutes les directions et donner sa position de façon omnidirectionnelle. 2017, des réseaux de télescopes vont observer, alors des réseaux de télescopes pour chercher des géocroiseurs, donc des objets qui potentiellement pourraient rentrer un jour en collision peut-être avec la Terre. Donc ça c'est automatisé de façon informatique. En 2017 est observé le premier objet interstellaire, c'est-à-dire qu'il n'est pas attaché à la gravitation du système solaire et qui vient donc de l'extérieur du système solaire. Et ça, on en est sûr à cause de la vitesse, à cause de l'angle d'incidence. Et lors de cette première, maintenant on en a 3 au moins, des objets interstellaires, et puis on va en découvrir beaucoup plus probablement avec le projet du télescope Rubin-Verrine, télescope dont on parlera après, Vera Rubin.
Ce premier objet présentait déjà une anomalie, dans le sens où il a une courbe de luminosité qui varie, dans le sens où il a une trajectoire qui le pousse légèrement du Soleil. Et du coup, se pose la problématique de classer l'objet. Est-ce que c'est une comète? Est-ce que c'est un astéroïde? C'est probablement pas une comète parce que la spectroscopie ne montre pas un dégazage, ce qui aurait dû être le cas à proximité du Soleil, là, dans sa position. Et si c'était un astéroïde, il a un aspect bizarre puisqu'il serait beaucoup plus long que mince. Donc ça ressemble soit à une sorte de cigare allongé, donc ça c'est une vue d'artiste, hein. On a juste un point dans l'observation du télescope, soit quelque chose de très aplati qui pourrait peut-être ressembler à une voile solaire. Et à ce moment-là, un astronome d'Harvard qui s'appelle Avi Loeb, j'ai d'ailleurs ses bouquins ici, lui fait l'hypothèse que peut-être que ça pourrait être quelque chose d'artificiel, ça pourrait être peut-être une voile solaire. Et la raison pour laquelle il fait cette hypothèse-là, c'est qu'un an auparavant, il travaillait avec Stephen Hawking sur un projet de nanosonde poussé par des voiles solaires, dans l'objectif donc de les envoyer vers d'autres étoiles. Et il dit que l'hypothèse n'est pas complètement irresponsable, dans le sens où nous-mêmes, les humains, on a déjà envoyé 5 sondes en direction d'autres étoiles, et qu'on risque d'en envoyer donc davantage. Le fait d'envoyer des toutes petites sondes propulsées par de la voile solaire, ça permet d'avoir quelque chose donc de très peu massif. Et la force est égale à la masse fois l'accélération. Donc l'accélération, elle est inversement proportionnelle à la masse. Donc moins vous êtes massif et plus vous pouvez accélérer fortement. Donc à 10 ou 20% de la vitesse de la lumière, dans notre propre galaxie de 400 milliards d'étoiles, avec un diamètre de 100 000 années-lumière, en quelques millions d'années-lumière, on pourrait déjà visiter l'ensemble de notre galaxie. Et quelques millions d'années, c'est en fait rien par rapport à l'âge de l'univers qui est de 13,8 milliards d'années, et par rapport à l'âge de la galaxie. Donc là, l'hypothèse, c'est pas de dire qu'il y a une civilisation active qui nous visiterait, mais que de la telle manière qu'on se balade sur la plage et de temps en temps on voit un morceau de plastique qui traîne sur la plage et qui manifestement n'est pas quelque chose de naturel, peut-être que traverserait du système solaire de temps en temps, très rarement, un objet qui ne serait pas du coup naturel, mais qui aurait été développé par une civilisation passée de notre galaxie. 2017, c'est un grand millésime, puisque réapparaît en fait le phénomène OVNI dans les médias américains. Puisqu'on apprend avec un article du New York Times, qui est quand même très réputé aux États-Unis, que finalement les États-Unis ont repris d'études du sujet il y a quelques années, que des vidéos de l'US Navy qui sont confirmées par l'US Navy, qui se trouvaient sur Internet, montreraient des objets un peu bizarres, et que donc le sujet est finalement en cours d'étude, contrairement à ce que tout le monde finalement croyait. Du coup, l'intérêt sur ce sujet reprend, sauf qu'on est cette fois-ci à l'ère du numérique, on n'est plus au XXe siècle. Et ce qui s'est passé par rapport au XXe siècle, aux X-Files et compagnie, c'est qu'il y a un truc qui s'appelle le web. Tout le monde a la possibilité d'avoir son journal qu'on appelle un blog. Tout le monde a la possibilité d'avoir sa radio qu'on appelle un podcast. Tout le monde a la possibilité d'avoir sa chaîne de YouTube, de télévision qu'on appelle YouTube. Et tout le monde a son agence de communication qu'on appelle les réseaux sociaux. Donc ce qui va se passer, c'est que des anciens pilotes et des anciens membres des renseignements qui ont travaillé sur cette enquête vont commencer à utiliser ces moyens de communication modernes pour discuter du sujet. Pas forcément sous l'angle extraterrestre, mais sous l'angle de la sécurité aérienne. Et ça va changer beaucoup les choses dans l'intérêt du public. Alors, pour ma part, je m'intéresse moi à ce sujet-là à partir de ce moment-là. Et ce que j'observe, c'est qu'il y a beaucoup de chaînes YouTube et de podcasts et très peu de gens qui les regardent en fait.
C'est-à-dire que les gens qui s'intéressent à ce sujet-là à ce moment-là, c'est juste des gens qui ont vu des trucs dans le ciel qu'ils n'arrivent pas à comprendre, et puis du coup ils s'intéressent à ce sujet-là. Il n'y a personne qui, par hasard, a la curiosité autrement de s'y intéresser. Donc si on est dans une théorie de la conspiration à ce moment-là, c'est vraiment des losers, parce que les platistes, ils font largement des scores beaucoup plus élevés que ce sujet-là. Et le petit graphe ici, c'est pour vous montrer des recherches qui ont été faites par une université pour montrer l'impact de la voix et de la vidéo lorsqu'on veut convaincre quelqu'un. Et là, c'était dans le cadre de l'employabilité d'un candidat. Ils ont montré que si on donne la même information avec la voix humaine et avec la vidéo, on est beaucoup plus convaincant que si on le fait simplement avec du texte. Donc là, je pense que la vidéo numérique, elle a permis de donner du crédit à des anciens pilotes, à des anciens membres du renseignement, et ces mêmes personnes, finalement, ont invité aussi le public qui regardait ces vidéos et ces podcasts à contacter les représentants politiques et à leur demander si une enquête ne pouvait pas être faite sur ce sujet-là. Et c'est ce qui a été finalement fait, puisque en 2021, les politiques ont commencé à s'intéresser à ce sujet-là. Ils ont demandé un rapport au département de la défense américaine, avec une partie qui a été classifiée que je n'ai pas, et une partie qui est publique en 2021. Et j'ai pris juste 2 extraits qui me semblent significatifs. On apprend que déjà à cette époque-là, alors que c'est encore très stigmatisé, on a déjà 80 cas qui impliquent des capteurs multiples, et ça c'est vraiment important si on veut faire une étude scientifique. Si on n'a qu'un seul capteur, il peut y avoir des artefacts, et c'est très difficile de dire quoi que ce soit. On apprend que la plupart des cas ont interrompu les entraînements des militaires, donc quelque part ça les gêne réellement. On apprend aussi que d'après l'US Navy, il y aurait peut-être besoin de connaissances nouvelles, justement pour faire de l'acquisition de données et puis essayer de comprendre du coup le phénomène. Du coup, il y a un cadre législatif qui a été fait. Il y a donc ce nouveau département que je vais vous remontrer encore après. Il y a des auditions qui ont eu lieu cet été, qui ont fait beaucoup de bruit aux États-Unis, avec des anciens pilotes et puis encore un ancien membre des renseignements. Là-dessus, moi, je n'ai pas vraiment d'avis parce que c'est du témoignage et ce n'est pas quelque chose que je vais pouvoir, sur lequel je vais pouvoir enquêter. Simplement, cet ex-membre du renseignement dit qu'il aurait échangé avec une quarantaine d'agents de renseignement et que des programmes de reverse engineering, donc d'essayer de comprendre à partir d'échantillons, d'essayer de comprendre comment fonctionnent ces objets-là, sont en cours. Alors évidemment, c'est que des paroles et on peut rien en faire. D'autre part, si on demande des données aux militaires, ils ne les fournissent pas, parce que par défaut, tout ce qui est issu de capteurs militaires est classifié. Et pourquoi c'est classifié? Parce que si vous donnez la position, les longueurs d'onde de fonctionnement, etc., toute votre défense peut être contournée. Donc ça va être très difficile d'y accéder. Et si vous y accédez, ce sera de toute façon avec une clause de non-divulgation, et donc ça va être difficile de faire de la science ouverte derrière. Donc il va falloir trouver d'autres pistes pour essayer de faire cette enquête. Et du coup, c'est ce que je vais essayer de vous proposer dans le petit wiki, si j'arrive à le retrouver. Alors je crois qu'il est ici. Et en distanciel, ça a l'air de continuer. Ok. Donc le petit wiki contient les diapositives que je vous ai montrées, un lien vers l'atelier que j'ai fait il y a une semaine justement sur les outils, les méthodologies autour de l'open source intelligence, donc l'application, l'utilisation de traces ouvertes, d'informations ouvertes. Les sites institutionnels, le site américain donc gouvernemental qui dispose des différentes présentations qui ont été faites, mais aussi qui dit vouloir en fait informer le public au fur et à mesure de l'état de l'enquête et aussi d'informer les politiques. Alors je pense que le public n'aura pas exactement les mêmes informations que le public n'aura pas forcément les mêmes informations que les politiques. Mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. En France,
il y avait déjà quelque chose qui existait depuis longtemps qui s'appelle le GEPAN, qui appartient au CNES, Centre national d'études spatiales, qui avait pour objectif, qui a encore pour objectif de collecter des témoignages en relation notamment avec la gendarmerie, mais pas seulement, puisque n'importe qui peut témoigner sur une observation qu'il ne comprendrait pas dans le ciel. Et dans les enquêtes qui ont été réalisées par le GEPAN, il y en a 3% qui correspondent à des phénomènes non identifiés après enquête et qui auraient dû être identifiés, en tout cas qui sont intéressants, puisqu'ils ont des cas sur des phénomènes non identifiés par manque de données. Et donc ça c'est très courant, effectivement, si vous avez observé quelque chose pendant très peu de temps, et si vous étiez le seul à l'observer, clairement il manque des données pour caractériser parfois ce que c'est. Et puis des choses qui ont été très facilement caractérisées. Néanmoins, donc le GEPAN, si je regarde ici la base de données, elle est publique, et donc on peut y accéder, il y a des cas qui sont très intéressants. Néanmoins, si je regarde les nouveaux cas, là c'est que des cas qui sont en catégorie A, donc des choses qui sont très facilement identifiées. Et on verra comment on peut identifier justement des choses dans le ciel après. Et surtout, on voit que finalement, si ça c'est les nouveaux cas, la dernière mise à jour c'est mai, février, janvier, donc il y a finalement très peu finalement de gens qui rapportent des phénomènes. Probablement, je pense, encore dû à la stigmatisation autour de ce phénomène qui reste très présent en France et qui commence tout doucement à s'estomper aux États-Unis. Ici, c'est le lien vers la page de la NASA. Donc la NASA va mettre au fur et à mesure, de façon transparente, ses recherches, sa démarche et les ressources qu'elle va utiliser dans le domaine. Et en particulier, elle a le rapport qu'elle a mis à disposition en septembre. Je vais revenir ici sur le petit document. Donc, pour l'instant, en termes de projet de recherche, la science académique ne s'intéresse pas à ce sujet-là, parce que déjà, il est très mal défini. La science académique, c'est par discipline que ça fonctionne, et par spécialité. Donc, si vous n'arrivez pas à définir le sujet, c'est déjà un petit peu compliqué. Néanmoins, la NASA va être le premier groupe qui va avoir de l'investissement public pour étudier scientifiquement le sujet. Il y a des groupes qui ont des investissements privés qui font de la recherche, et notamment le chercheur Avi Loeb dont je vous parlais tout à l'heure, au sein du projet qui s'appelle Galileo Project, qu'on voit ici, fait un certain nombre de choses. Je me demande si je peux le faire en grand, celui-là. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, tout ça, c'est des gens qui sont en général bénévoles. C'est souvent des chercheurs, des gens qui ont un doctorat ou qui sont ingénieurs. Parfois, il y a des gens qui sont payés, mais sur des fonds qui sont privés, en fait. Des donateurs, en fait, qui sont intéressés par le sujet. Donc, ils ont développé 2 projets, là, récemment. Et, à part continuer à étudier les objets extra-interstellaires, ils ont développé une capacité, enfin une sorte d'observatoire multilongueur d'onde associé à de l'intelligence artificielle, justement pour être capable de faire de l'analyse automatiquement d'objets dans le ciel et d'essayer de les catégoriser et de voir s'il y en a qui mériteraient une analyse plus poussée. Et récemment, ils sont allés en Nouvelle-Guinée, en mer de Nouvelle-Guinée, puisque un des objets interstellaires s'est crashé en 2014 en Nouvelle-Guinée. Donc ils sont arrivés en utilisant des aimants à draguer et à collecter la matière supposée de ce météore qui se serait désintégré en Nouvelle-Guinée et comparer la composition métallique notamment à ce qu'on connaît des météores sur Terre. Et ce qu'ils ont obtenu pour l'instant, c'est que la composition elle est différente de ce qu'on connaît de la composition des météores, des météorites du système solaire. Sachant que si c'est un objet qui vient d'un autre système stellaire, une autre étoile, il n'aura pas la même composition que dans notre système solaire, puisque ce n'est pas le même nuage primordial qui est à l'origine en fait de la formation des planètes. Donc potentiellement, alors je crois que c'est un article qui est actuellement en cours d'évaluation, je ne sais pas s'il est déjà passé,
mais potentiellement, c'est peut-être la première matière en fait, interstellaire qu'on aurait pu collecter. Je vais revenir ici. Il communique aussi beaucoup sur un blog où il partage et publie plein de choses. Il y a d'autres chercheurs qui s'intéressent à ce domaine. Il y a notamment Gary Nolan, qui est un microbiologiste, qui a nominé pour le Nobel, qui a un bâtiment à lui tout entier à Stanford, et qui, en plus de la microbiologie dans laquelle il est réputé, s'intéresse aussi au sujet. Donc lui aussi, il a développé une fondation avec un anthropologue dans l'objectif de donner des cadres et de trouver du financement pour faire de la recherche sur le sujet. Ensuite, il y avait déjà des chercheurs qui s'intéressaient au sujet, un groupe qui s'appelle Scientific Coalition for UAP Studies, mais qui publiait finalement en dehors des réseaux universitaires qui n'étudient pas pour l'instant le sujet. Et puis encore d'autres groupes qui existent. Du coup, si on observe quelque chose de bizarre dans le ciel, comment est-ce qu'on peut essayer de catégoriser et puis de comprendre si c'est un événement naturel, artificiel, tout à fait terrestre, ou si c'est un truc qui vaudrait le coup de reporter et d'étudier. Alors aujourd'hui, dans le ciel, il y a énormément de choses qui se passent. Ça pose d'ailleurs un vrai problème aux astronomes, parce qu'il y a tellement de satellites, avec notamment Starlink, qu'on a des traces sur plein de clichés d'observation. Il y a plein de véhicules aussi légers. Il y a le problème des drones, des véhicules automatisés, des ULM. C'est très encombré, mais c'est aussi très intéressant d'observer à nouveau le ciel et puis d'enquêter, que ce soit en nocturne ou en diurne. Et il y a plein d'outils numériques aujourd'hui qui nous permettent de faire ce type d'enquête. Par exemple, on peut observer des avions. Bon, vous arrivez assez facilement à identifier un avion à cause de sa forme caractéristique, hein. Surtout si vous prenez une paire de jumelles. Mais néanmoins, c'est déjà un bon exercice pour simplement identifier des objets qui sont dans le ciel, connaissant un petit peu la distance, la hauteur à laquelle ils sont, visuellement à quoi ils ressemblent, etc. Donc par exemple, tout ça c'est catalogué parce que, en gros, pour la sécurité aérienne, vous n'avez pas le droit de prendre un avion dans une zone qui est suivie, c'est ce qu'on appelle un transpondeur. Et donc le transpondeur donne votre position en temps réel, et ces informations, elles sont publiques. Et donc dans votre enquête, vous pouvez les utiliser. Par exemple, si je vais actuellement aux alentours de Strasbourg, là je suis à Fontainebleau, voilà. Donc là je vois qu'il y a des avions, et donc cet avion-là, eh bien, va apparemment à Alger-Strasbourg. Cet avion-là, Francfort-Strasbourg. C'est pas très exotique, hein, je veux un truc plus exotique. Rhodes c'est déjà plus sympathique. Et là, on a plein d'informations sur l'avion, sur sa hauteur, sur sa taille. Et du coup, on peut déjà s'habituer à voir à quoi ça ressemble depuis le sol. Et c'est disponible sous la forme d'une application aussi que vous pouvez prendre avec vous. Tout ce qui concerne les éléments célestes dans le ciel, on a des planétariums numériques qu'on peut apporter avec soi. Il y a l'application Stellarium, je ne sais pas si vous la connaissez, hein, qui est open source, qui est gratuite, qui vous montre l'état du ciel en temps réel, que vous pouvez installer sur votre ordinateur ou sur votre mobile. Là, on va regarder sur la version mobile. Mais en tout cas, on peut voir actuellement à quoi ressemble le ciel. Et je peux voir que, par exemple, il y a une planète là qui s'appelle Saturne, qui est actuellement à cette position. La version mobile, une des premières raisons pour utiliser des mobiles, ça va être d'utiliser plus que simplement du capteur photo et d'utiliser d'autres capteurs dont je parlerai après. Mais si je prends Stellarium, qui est la version mobile gratuite, si vous voyez quelque chose de très lumineux dans le ciel, qui est à peu près statique, vous pouvez quand même aller le viser, vous pouvez prendre l'application et vous pouvez monter votre smartphone comme ça. Et du coup, ce qui se passe, c'est que
ça va utiliser le gyroscope. Donc en fait, vous pointez exactement dans les directions que vous voulez, et puis du coup, ça va vous dire ce dont il s'agit. Donc, si je clique là-dessus, là, il paraît que c'est le Soleil, et je peux avoir des informations sur le Soleil, etc. Donc ça, c'est l'occasion de se familiariser avec les objets du ciel nocturne, ou pas. Dans le ciel nocturne, on va pouvoir voir plein de satellites. Il y a des applications qui permettent de les observer, qui sont également sur votre smartphone. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont visibles à l'œil nu, qui se croisent, enfin, ça devient un petit peu l'autoroute du Soleil. Donc là, actuellement, c'est les satellites qui sont dans le ciel maintenant, au-dessus de notre position, puisque là, je suis à la latitude de Strasbourg. Et donc ça existe en termes d'application aussi mobile. Donc si je prends n'importe quel satellite, je ne sais pas, je vais cliquer sur celui-là, là, s'il veut bien, voilà. Donc là, j'ai des informations sur la hauteur à laquelle il se trouve, son petit nom, etc. Et sa magnitude, c'est-à-dire sa luminosité. Je peux ensuite prendre, copier-coller le nom du satellite, et je vais pouvoir trouver très rapidement des bases de données qui vont me donner plus d'informations sur le satellite. Donc par exemple, je vais cliquer sur une base de données qui s'appelle N2YO, et qui me donne actuellement la position exacte de ce satellite. Donc là, actuellement, il est au-dessus de la Slovénie. Je vois depuis quel endroit il a été lancé, à quelle date il a été lancé, ses identifiants dans les bases de données, etc. Je vais fermer quelques petits trucs pour gagner un petit peu. Et puis récemment, donc, un collègue de l'observatoire, personne de l'observatoire, m'a partagé aussi ce lien qui permet de connaître les derniers météores. Donc les météores, c'est des gros cailloux qui rentrent dans l'atmosphère et qui vont donner une trace lumineuse importante et qui peut aller jusqu'à parfois impacter donc, le sol ou se désintégrer dans l'atmosphère. Alors, si on observe quelque chose d'étrange, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on pourrait enquêter? Donc la première idée, c'est de prendre son smartphone et puis de prendre une photo. Sauf que dans la réalité, alors c'est une bonne idée, il faut le faire. Sauf que dans la réalité, si vous essayez de prendre une photo de la Lune, qui est pourtant très statique et qui est très grosse et qui est magnifique à l'œil nu, sur la photo, ça ne donnera pas grand-chose. Mais c'est quand même une bonne idée de le faire. Et l'idée justement de la science citoyenne de la NASA, c'est de se dire, mais dans un smartphone, il y a beaucoup plus qu'un appareil photo. Il y a plein de capteurs. Et des capteurs qui ont presque plus d'intérêt en fait, que la photo pour étudier le phénomène. Ça, c'est la partie science citoyenne. Ouais, je vais le déployer un petit peu après. Mais en tout cas, il y a des sites qui existent pour vous aider à identifier s'il n'y a pas une méprise sur l'objet et qui est conseillé par le CNES, le GEPAN. On peut aller vérifier aussi sur les médias sociaux si vous êtes seul à observer la chose ou pas. Dans l'atelier sur l'OSINT, je montre comment on peut utiliser les réseaux sociaux pour contraindre les périodes de recherche, c'est-à-dire à quelle date on peut faire une recherche précise en filtrant sur les dates. Sur X, anciennement Twitter, on peut aussi filtrer par géolocalisation des tweets pour rechercher dans une zone géographique donnée. Aujourd'hui, lorsqu'il y a un tremblement de terre, souvent les gens, moi je regarde tout de suite sur Twitter parce que je sais que d'autres personnes l'ont probablement ressenti et puis le partagent en fait sur les réseaux sociaux. Là, l'idée, ce serait que plus de gens partagent effectivement des observations un petit peu bizarres, et pour certains, c'est le cas. Et du coup, s'il y a plusieurs observations, ça devient beaucoup plus intéressant, et on le verra dans l'exemple tout à l'heure. Et en tout cas, si on n'arrive pas finalement à identifier un objet, n'hésitez pas finalement à témoigner et puis et remplir finalement le formulaire du GEPAN, qui est fait pour ça. Mais l'idée de la science citoyenne au travers du smartphone vient de l'idée, du fait qu'aujourd'hui, il y a 4,6 milliards d'usagers de smartphones sur Terre. Donc, ça fait de nombreuses personnes avec de nombreux capteurs. Il y a déjà des applications qui existent et qui permettent d'exploiter ces capteurs. Donc ça, c'est une application qui est open source, qui s'appelle Fifox,
qui est fait par une université allemande et qui vous donne accès à tous les capteurs du smartphone. Et vous pouvez les enregistrer dans le temps, dans des fichiers que vous allez pouvoir exploiter plus tard. Vous pouvez même y accéder à distance si jamais vous voulez faire voler votre smartphone dans une expérience. Mais si je regarde dans la base de données des capteurs qui existent dans les smartphones, donc la base de données va arriver. Alors moi j'ai un Pixel 6a, donc qui trouve le smartphone dans la base de données. Et là ce sont les capteurs que j'ai dans mon smartphone, que vous avez très probablement dans votre smartphone aussi. Donc qu'est-ce qu'on a? On a des accéléromètres, on a des gyroscopes. Et alors là, le gyroscope, ça va être très très intéressant, parce que si on prend une photo d'un objet que vous ne comprenez pas dans le ciel, et si on y associe le gyroscope, on peut savoir exactement dans quelle direction vous avez observé. Et avec la localisation sous forme de GPS, etc., si on connaît votre localisation, l'heure, le moment à laquelle vous avez fait l'observation et la direction dans laquelle vous regardez, et si on le combine avec d'autres observations, si on se rend compte qu'à différents endroits de la région, plusieurs personnes ont pointé vers la même direction parce que les gyroscopes convergent dans une petite zone donnée, à ce moment-là, on comprend qu'il y a plusieurs personnes qui ont observé quelque chose d'intéressant, et surtout, on peut déterminer une distance par rapport à l'observateur par triangulation. On a d'autres choses, on a des magnétomètres, si c'est un phénomène électromagnétique qui a éventuellement perturbé le champ électromagnétique, ça peut être mesuré. On a aussi un capteur de pression, on a un capteur de température qui n'est pas très intéressant parce que c'est pour les batteries, donc ça ne va pas être très utile. L'humidité, c'est très rare sur les smartphones. Capteur de lumière, c'est pas vraiment beaucoup d'intérêt. Et de proximité également. Si je reviens au petit wiki, l'idée d'utiliser le smartphone en tant que laboratoire d'expérimentation a été développée aussi par un physicien qui s'appelle Julien Bobroff, parce que c'est quelque chose qui est présent sur X, sur Twitter. Et notamment Paris-Saclay pour développer des challenges autour de l'usage en enseignement de la physique des smartphones. Donc là, par exemple, ici, c'est un challenge pour mesurer la hauteur d'un bâtiment avec 61 méthodes différentes, avec un smartphone. Et en combinant les différents types de capteurs, on arrive à trouver plein de façons, que ce soit avec la pression, que ce soit avec le pendule, on arrive à trouver plein de méthodes qui utilisent les différents capteurs d'un smartphone pour mesurer la hauteur d'un bâtiment. Donc clairement, on a quand même quelque chose de puissant et d'intéressant dans notre poche. Et là, l'idée, c'est de combiner ces différents capteurs et de combiner une approche aussi un peu statistique pour voir s'il y a juste une observation, peut-être que personne ne regardera, mais s'il y a plusieurs observations qui convergent, peut-être que là, ça allumera une petite lumière et que ça vaudra le coup de l'étudier un peu plus en avant. Donc il y a déjà une application qui existe et qui fait à peu près ça. Non, ça c'est autre chose. Et qui fait à peu près ça, qui s'appelle Enigma. Mais pour l'instant, elle n'est pas affiliée avec la NASA. Ils espèrent travailler avec la NASA, mais ils font exactement ça. C'est-à-dire que on peut faire une observation, on prend une photo, on décrit la morphologie de l'objet, etc. Et ensuite, il y a une étude statistique et une communauté aussi qui peuvent se rencontrer en géolocalisation pour discuter du phénomène. Alors moi, j'attends de voir si la NASA va développer sa propre application, puisque c'est son objectif, ou bien travailler éventuellement avec eux, comme ils ont déjà développé une application. Et puis aussi de voir comment les données vont être traitées. Donc l'objectif, en fait, c'est de crypter les données pour éviter tous les problèmes de données personnelles et de géolocalisation de personnes individuelles, etc. Et puis, il y a une petite application aussi qui s'appelle Agora, que j'ai installée sur mon smartphone, qui n'a rien à voir avec les UAP. Sauf que, en fait, toutes les semaines, vous pouvez demander une question au gouvernement. Et actuellement, la question qui est en number one, c'est justement la position du gouvernement français par rapport à l'étude scientifique des ovnis.
Donc si le questionnement vous semble intéressant, c'est une application qui ne nécessite pas de créer de compte. On peut juste l'installer. On voit les différentes questions qui sont les plus populaires, qui sont demandées par la politique participative citoyenne. Hein. Et donc on peut liker ou pas des questions qui vous intéressent. Et celle qui arrive en number one de la semaine, ben, elle est posée officiellement aux politiques qui répondent. Et ensuite, ben, on peut peut-être essayer de partir juste d'un cas qui m'a été envoyé justement par Sébastien, que je n'avais pas vu. Et on va essayer de voir si on peut essayer d'analyser et d'utiliser quelques informations publiquement disponibles pour essayer d'éliminer peut-être des hypothèses. Donc, l'article ici constate qu'une vidéo sur TikTok devient populaire à Strasbourg avec un certain Kevin qui observe des lumières dans le ciel. Et donc l'auteur de l'article va commencer à enquêter et va essayer de contacter plusieurs personnes, dont l'Observatoire astronomique de Strasbourg, pour essayer de simplement comprendre à quoi correspondent ces lumières. Et je peux vous montrer la vidéo TikTok, et du coup on peut essayer de voir si on peut faire au moins un début d'enquête. Alors la vidéo TikTok, elle est ici, je vais essayer de mettre en grand, et je vais essayer de mettre le son. Alors, il faut que je fasse play. Il y en a eu à Marrakech, il y en a eu en Espagne, là maintenant on est à Strasbourg, là on est en France, à Strasbourg. Et là vous voyez pas comme ça sur la vidéo, mais il y a plusieurs couleurs. J'essaie d'avoir le son plus fort. Oh, c'est un truc de fou. Ça, c'est pas les satellites de Starlink. Mais comment ils se déplacent déjà, c'est pas possible. Non, non, impossible. Non, impossible, ouais. Ça, c'est pas Starlink, les gars. Bon, ça dure quand même 2 minutes, on va peut-être accélérer. Non, bon, en tout cas, on voit des lumières lointaines qui semblent avoir un mouvement apparent, d'abord dans une direction, puis dans l'autre. Alors, c'est pas très violent, hein, c'est pas des accélérations extraordinaires, qui sont parfois observées dans les UAP. On observe parfois des accélérations qui sont pas très compatibles avec l'inertie. Mais la question de savoir ce que c'est, elle est intéressante. Effectivement, on observe quelque chose. Ce serait intéressant de savoir ce que c'est, et ben, comment on pourrait savoir ce que c'est. Donc j'avance un petit peu. Alors à un moment, il se retourne, il regarde dans l'autre direction. Il n'y a rien de particulier dans l'autre direction, mais par contre, il y a des bâtiments. Ce qui peut être utile si on a besoin de géolocaliser éventuellement la position, si on ne peut pas la connaître en demandant directement à la personne. Du coup, oui, comment est-ce qu'on ferait si on voulait enquêter là-dessus? Alors, comment je peux avoir plus d'informations là, paramètres? Bon. Ouais, non, ok. Comment vous feriez? Donc, voilà, c'est la partie pratique qu'on vous demande d'enquêter là-dessus et de répondre au journaliste qui vous a contacté. Qu'est-ce qu'il s'agit? Quelles sont les hypothèses qu'on peut faire? Et comment on peut ensuite les invalider ou les valider. Donc, qu'est-ce qui pourrait être dans des hypothèses classiques que vous pouvez déjà mettre sur la table? L'idée, c'est de mettre des hypothèses sur la table et ensuite de voir si elles passent l'expérience ou pas de votre enquête. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme expérience? Des drones. Donc ça, c'est une première hypothèse intéressante. Et quoi d'autre? Des quoi? Une opération militaire, ouais. Alors ça n'a pas l'air d'être des avions de chasse, hein, puisque là ce serait différent, mais peut-être des drones militaires. C'est peut-être des. Loin avec les ampoules qui déconnent. Une grue de travaux loin avec des ampoules qui déconnent, pourquoi pas. Alors, en fait, là, quand on regarde la vidéo, elle serait vraiment très grande, là, parce qu'en fait, on voit que les lumières sont cachées de temps en temps par les arbres qui sont là. Donc c'est vraiment une grue géante, il est possible qu'on soit au courant de sa présence. Mais ça semble assez peu probable du coup, de par justement les arbres qui sont au premier plan et qui clairement cachent les lumières. Mais c'était une bonne tentative.
il faut pas hésiter à mettre sur la table un paquet d'hypothèses. Tu as une hypothèse? Bah, ça pourrait être s'il y a une montagne derrière, ça peut être des véhicules sur la montagne. Des véhicules sur la montagne, ouais, mais là quand je regarde, et qu'on la verrait pas dans Ouais. le bleu du ciel, donc tu penses Il y plutôt en a eu à à Marrakech, il y en a eu un à... rallye, une course de côte de montagne nocturne. Ok. Bon, il y a une autre explication qui est souvent sortie, c'est celle des satellites Starlink, qui sont souvent envoyés par grappes de satellites. Ça va un peu vite pour être un satellite. Ben, disons que ça n'a pas du tout, ça a pas du tout le comportement habituel des satellites qui vont dans une direction mais ne reviennent pas en arrière, quoi. À moins qu'il y ait des comportements très bizarres lors du lancement de ces satellites-là. En tout cas, la personne qui a fait l'enquête a demandé plusieurs personnes et elle a fait un travail judicieux dans le sens ils ont contacté l'ISU, International Space University, et une personne de l'ISU lui a dit non, ça ne peut pas être des satellites, ça devrait être un mouvement continu, et en général ils sont à la queue leu les satellites, et ils ne se baladent pas dans toute la direction lorsqu'ils sont lancés. Alors, la première des choses à faire maintenant, qu'on a plusieurs hypothèses, et qu'on aimerait voir si... Alors peut-être un événement astronomique, plus d'étoiles filantes, mais ça ne correspond pas non plus. On a évoqué le fait que ça pourrait être juste un faux, un trucage. Ouais, tout à fait, ça pourrait être un trucage. Du coup, quelle serait la première des choses que tu ferais pour voir si c'est un trucage, par exemple? Je me renseignerai sur le compte de la personne, Ouais. si c'est assez sérieux, enfin, si ça peut recouper. Donc se renseigner sur le compte de la ce qu'elle a personne. posté, ce qu'elle suit. Alors elle poste des trucs de... Ils sont pas très astronomiques en fait. Et si, Il s'appelle Kevin, hein. Mais... si d'autres personnes aussi. Voilà, alors ça, d'autres personnes, ouais. Ça, c'est vraiment le premier truc qu'il faudrait essayer de faire, c'est d'utiliser les réseaux et les médias sociaux et d'essayer de chercher les mots-clés, de voir des gens qui font éventuellement des commentaires à la vidéo pour voir si d'autres gens disent « Ah oui, on l'a aussi observé ici ». Et à ce moment-là, si on peut arriver à collecter plusieurs observations, ouais, ça m'intéresse un peu moins, plusieurs observations du dit phénomène. Parce que si on en a en moins deux, par triangulation, on peut déjà commencer à avoir une idée de la distance, parce que là, ce qu'on ne sait pas du tout, c'est est-ce que c'est proche, est-ce que c'est vraiment très loin dans l'atmosphère, on ne sait pas trop. Donc ça, ce serait une bonne idée. Mais l'autre chose qui est tout de suite à faire, c'est de collecter un maximum d'informations, et la première information, c'est quand ça se passe, puisque le monde est dynamique, hein, et ce qu'il y a dans le ciel à un moment, ce ne sera pas plus tard. Donc la première des choses, c'est de trouver déjà la date, et l'heure, et la position, et si possible, la direction d'observation. Et à ce moment-là, on va pouvoir utiliser les bases de données dont on avait parlé tout à l'heure, Stellarium, on va pouvoir utiliser Flight 24 pour les avions, parce que dans le planétarium, dans les avions, dans les satellites, etc., on peut revenir en arrière. En fait, on peut dire à une date précise, à une heure précise, et voir ce qu'il y avait finalement dans le ciel à cette date et à cette heure précise. Si je regarde la vidéo, elle était ici, je vois qu'il y a une date, et cette date, c'est la date à laquelle a été postée cette vidéo. Donc je sais que la vidéo, elle a été faite le 12 septembre, ou bien avant. Le 12 septembre est postée après. Vu l'état d'excitation de la personne qui l'a postée, je pense qu'il y a des chances que ça ait été posté à la suite, à la foulée. Une chose pour pouvoir avancer, ce serait de lui demander probablement où il était et sa position précise, et dans quelle direction il regarde. Parce que quand on regarde en fait la vidéo, si je prends du recul là, au début, on voit qu'il y a ici une sorte de parking. Ici, il y a quelque part un conteneur qui est jaune qu'on observe. Donc, en gros, si on connaît la position ou si on retrouve nous-mêmes la position, on doit pouvoir tracer une droite qui passe par l'observateur jusqu'à l'élément qui est observé. Donc, vous allez dans Google Earth, programme gratuit, vous tracez votre droite entre la position de l'observateur et la direction vers laquelle il regarde. Et puis vous essayez de voir s'il n'y a pas des choses intéressantes, genre une grue, par exemple, ou un chantier,
Voire même, à un moment dans l'article, il dit que il n'est pas sûr si c'est peut-être en Allemagne. Alors, peut-être que ça passe à proximité ou au-dessus de Europa Park. Et Europa Park, ils font des drones shows là-bas. Donc peut-être qu'il y avait des tests qui étaient en cours au-dessus du parc. Mais peut-être que ça passe pas du tout par là. Mais si ça passait par cette zone-là, ben, on pourrait peut-être contacter Europa Park et leur demander vous n'avez pas fait des tests de drones à ce moment-là? Ça, ce serait une possibilité. Et si donc ils ne donnent pas la géolocalisation, ben, on voit qu'il y a un parking loin, on voit qu'il y a une route, on voit qu'il y a une piste cyclable, on voit qu'il y a un dos d'âne à 30 machin. Quand ils regardent de l'autre côté, il y a quelque chose qui ressemble à une école. Donc en gros, avec les outils d'open source intelligence, notamment ceux qui sont développés par Bellingcat, qui utilisent la base de données OpenStreetMap, et en rassemblant les différents éléments qu'on vient juste d'observer et en cherchant des éléments à proximité dans la zone de Strasbourg, on devrait arriver à trouver l'endroit où l'observateur était présent. Et comme dit, avec sa vidéo, on devrait pouvoir tracer une droite sur la carte pour voir jusqu'à où quels sont les éléments intéressants qui pourraient être dans cette droite. Ensuite, si on voulait tester par exemple l'hypothèse des satellites, des Starlink, comment est-ce que je ferais si je voulais savoir s'il y a eu des Starlink qui ont été lancés ce jour-là? Donc on avait vu tout à l'heure dans le petit wiki, on a des éléments, qu'est-ce que j'avais mis? C'était dans les observer le ciel. Notamment les satellites. Donc il y en a un ici, qui est une base de données d'observation de satellites. Et ici, je vois qu'il y a un champ de recherche. Si je fais recherche, je peux rechercher par date pour voir ce qui se passe en termes de lancement de satellites à cette date-là. Donc on avait vu qu'il y avait le 12 septembre, que la vidéo était postée le 12 septembre. On va faire l'hypothèse que l'observation a été faite le 12 septembre aussi. Donc si je prends le mois de septembre, si je vais le 12 de l'année 2023, ne vous inquiétez pas, c'est un collègue non identifié qui va dans son bureau. Ben là, je vois que le 12 septembre, il y a quand même un lancement de satellite Starlink qui a eu lieu. Et ça, c'est la grappe de satellites qui a été lancée. Mais comme dit, ça ne correspond pas à ce qu'on observe. Néanmoins, pour en avoir le cœur net, on pourrait très bien utiliser nos compétences d'open source intelligence, d'utiliser LinkedIn par exemple, d'aller sur SpaceX, et on va trouver des ingénieurs qui travaillent pour SpaceX. Peut-être qu'on pourrait leur envoyer un petit message, voire même sur Twitter, X, en leur montrant le lien, leur demandant mais ça, est-ce que ça pourrait être vos satellites? Et puis du coup, ils réagiraient, je pense, à ça. Donc on peut trouver des gens qui auraient la compétence de ce type de choses, mais c'est quand même peu probable que ce soit des satellites. Mais c'est quand même assez étonnant qu'il y ait eu ce lancement à cette date-là, parce que si je regarde le 13, il ne se passe rien. J'ai rien trouvé le 13. Si je regarde le 11, il ne se passe rien non plus en termes de lancement de satellites. Il n'y a rien eu qui s'est passé. Par contre, le 12, effectivement, il y a des lancements. Etc. Qu'est-ce que j'avais rajouté d'autre? Peut-être les météores, mais ça ne ressemble pas du tout à un météore, parce que là, ça va vite. Un météore, il n'y en a qu'un seul, normalement, enfin, sauf s'ils désintègrent, les morceaux vont aller dans la même... ils vont garder leur énergie cinétique, donc ils vont aller dans la même direction que le reste, etc. Voilà, bon, on va peut-être arrêter parce que là on a un petit peu dépassé. Du coup, la partie débat, je vais juste arrêter l'enregistrement, mais on va peut-être quand même